Génial. Bon, bah, tout le monde, de toute façon, c'est vrai qu'avec l'étape du confinement, on a tous appris à faire des visioconférences. Donc, on est maintenant tous assez familiers du coup de cet outil qui permet quand même de pouvoir faire des choses dans ce contexte particulier. En tout cas, nous, c'était très important de faire cette conférence pour les parents sur un sujet qui est quand même toujours au cœur de toutes les familles. Et donc, j'accueille ce soir Madame Caroline de Charon, donc qui est aussi maman de l'école, puisqu'elle a ses deux garçons, enfin plus un garçon chez nous et puis un qui est parti en école élémentaire du coup, Tristan et Arthur. Donc, elle a été, je fais une petite présentation après pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Léa Sorli, je suis co-directrice dans Notre Mon École avec Marie-Fanny Fornazari qui est en train actuellement de finir des portes ouvertes. Et donc, on reçoit Madame de Charon qui a été donc longtemps journaliste, notamment dans le domaine de la santé, auteur aussi, donc maman de 2 enfants, comme je l'ai dit précédemment. Et puis maintenant, elle est désormais rédactrice freelance et elle travaille pour une structure que vous connaissez peut-être qui s'appelle Cool Parents Make Happy Kids, qui est éducation positive. Et donc, elle accompagne des familles sur de nombreux sujets, mais elle s'est spécialisée sur le sujet de ce soir, donc sur la question du sommeil. Donc, le titre de notre conférence, Allez hop au lit, pourquoi est-ce si compliqué? C'est vrai qu'on se pose la question et on pensait que c'était bien de programmer cette conférence en début d'année ou toujours la rentrée pour les enfants, de se normaliser après les vacances, de trouver des rythmes de sommeil, etc. C'est vraiment très important. Et je voulais commencer par le témoignage d'un parent de l'école, puisqu'on avait fait un petit sondage du coup par rapport à cette conférence, qui nous a écrit ces quelques phrases. Je me demande, je ne citerai pas le parent, hein, sachez que vous ne serez pas démasqués. Je me demande si c'est normal de devoir accompagner son enfant jusqu'au moment où il s'endort, c'est-à-dire de le coucher et lui tenir la main. Jusqu'au moment où il s'endort, on a à peu près tout essayé, entre parenthèses, sauf les somnifères. Et c'est le seul moyen que l'on a pour le moment pour avoir un coucher apaisé, sans pleurs ni hurlements. Donc voilà, je pense que c'était l'épisode qu'on a partagé, ça m'a fait sourire parce qu'effectivement, ce sont des choses familières, je pense, de beaucoup de familles. Alors, ce soir, au programme de l'atelier, on va essayer de vous donner Caroline surtout, va donner des repères précis, du coup, sur le sommeil, notamment au niveau physiologique, pour ancrer en fait cette conférence avec des informations précises et claires, pour vous donner quelques repères en fait sur la question du sommeil. Après, il y aura une partie pour essayer du coup, de décrire les pathologies du sommeil, enfin, la différence entre des troubles du sommeil du quotidien et puis des choses peut-être un peu plus spécifiques qui demandent d'être accompagnées et peut-être traitées par des médecins. Voilà, parce que l'école est un lieu de prévention, il nous paraissait aussi important voilà, de séparer ce qui est de l'ordre voilà, du tracas quotidien, voilà, peut-être des maladies qui sont liées au sommeil. Et puis ensuite, il y aura une partie peut-être plus ancrée dans plutôt dans ce que sait faire Caroline, c'est-à-dire de donner des conseils aux parents peut-être pour créer le cadre le plus propice possible pour que les enfants aillent au lit dans les meilleures conditions. Comme cette conférence, elle est en visio, on va la ponctuer avec plus de moments de questions entre les parties de la conférence. Donc, entre chaque partie, vous aurez la possibilité de poser des questions et vous pouvez les poser à l'oral, mais vous pouvez également nous les envoyer par le chat, ce qui nous permettra du coup d'y répondre les unes après les autres. Voilà. Et je vais à présent laisser la parole à Caroline qui va commencer du coup voilà sa conférence. Alors, merci beaucoup. Déjà, je suis très contente d'être avec vous. Alors, c'est rigolo le témoignage que vous avez donné parce que, en fait, je voulais aussi vous expliquer la raison pour laquelle je suis devenue coach sommeil, enfin, accompagnatrice sommeil. C'est que j'ai effectivement moi-même connu des difficultés de sommeil avec un de mes enfants, le plus petit, Tristan. L'aîné, ça s'est toujours super bien passé, mais le deuxième, c'est à peu près mot pour mot ce que j'ai vécu. Un enfant qui voulait pas s'endormir seul, tout bébé, qu'il fallait accompagner. Et ensuite, une fois qu'il a un lit de grand, qui venait dans notre chambre toutes les nuits. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressée de plus près à la question du sommeil et que j'ai eu envie à mon tour d'accompagner des familles. Parce que, effectivement, ce dont je me suis rendu compte, quand mon fils avait des soucis de sommeil, c'est que c'est absolument impossible d'être un bon parent et d'être bienveillant quand on manque de sommeil. En tout cas, c'est très difficile.
Donc, quand on prône un peu la bienveillance, quand on donne des conseils aux familles dans leur quotidien sur les questions des émotions des enfants, etc., mettre de côté la question du sommeil, c'est assez impossible. Voilà, du coup, je me suis formée et j'ai voulu à mon tour, parce que du coup, j'ai suivi le coaching sommeil qui a marché chez nous et j'ai eu envie après d'accompagner à mon tour des familles. Donc, comme l'a dit Léa, l'atelier, ça va être donc en deux parties. Et la première partie, on avait envie de parler un peu d'abord du sommeil de l'adulte et de l'enfant pour qu'on comprenne un peu de quoi on parle. Parce que c'est difficile après de donner des conseils sur comment créer un cadre propice si finalement on ne sait pas exactement euh, ce qu'est le sommeil, ce qu'est un sommeil normal pour l'adulte comme pour l'enfant. Euh, donc, je voulais quand même vous donner quelques chiffres pour commencer. Donc ça, vous pouvez peut-être mettre la slide. Ouais, ouais. J'espère que vous nous entendez bien. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Vous voyez la slide? Oui. Je pense que oui. D'accord. Euh, en fait, c'est des chiffres qui sont assez parlants. En fait, donc on passe un tiers de notre vie à dormir, mais un tiers des Français déclarent souffrir de troubles du sommeil. Là, on parle des adultes. Un quart des Français aussi se plaignent de manquer de sommeil. Et chiffre un peu inquiétant aussi, on dort 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Et les adolescents en particulier ont perdu 2 heures de sommeil par nuit depuis les années 70. Donc pourquoi ces chiffres? Pas pour faire peur à tout le monde, mais simplement pour dire que en fait le sommeil c'est un enjeu, c'est quelque chose dont, à mon sens, on ne parle pas assez. On parle beaucoup de plein d'aspects de santé, on parle de l'obésité, on parle des maladies, etc. Mais on ne parle pas tellement de l'enjeu que peut représenter le sommeil. Et c'est intéressant parce que, évidemment, mon point, ça sera de dire, plus tôt on apprend à bien dormir, plus tôt nos enfants sont à l'aise avec le sommeil et plus ils ont de facilité à trouver le sommeil tout seul, et plus ce sera des adultes qui pourront bien dormir plus tard, ce que nous souhaitons évidemment tous. Alors maintenant, je vais parler un peu plus du sommeil de l'adulte. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'y connaissent un peu, mais en gros, pour faire très simple, le sommeil d'un adulte, c'est 4 à 6 cycles par nuit. Un cycle durant environ 1h30 et étant composé une part de sommeil profond, enfin une part de sommeil calme et une part de sommeil paradoxal. Le sommeil qu'on appelle lent, la première partie du sommeil, c'est le sommeil pendant lequel le corps va progressivement être de plus en plus inerte. L'activité cérébrale va être de plus en plus lente. Et donc là, c'est la partie du sommeil où le corps va se reposer et récupérer de la journée. Le sommeil paradoxal, c'est ce qu'on voit sur le petit graphique que vous devez voir, c'est ce qui est en bleu foncé. Donc là, c'est vraiment un sommeil où le corps est totalement inerte, donc le corps ne répond pas. En revanche, l'activité cérébrale est intense. Et donc ça, c'est la phase du rêve. En général, les gens, quand ils sont en sommeil paradoxal, on le voit, c'est-à-dire que les paupières sont fermées, mais les yeux, en fait, bougent derrière très, très vite. Signe que le cerveau est en activité. Et pour qu'un adulte ait un sommeil de qualité, il faut que toutes ces phases s'enchaînent de façon harmonieuse et de façon régulière. On voit aussi, je ne sais pas si vous voyez bien sur les petits graphiques, on voit aussi qu'il y a des petites phases, surtout en deuxième partie de nuit, des petites phases qui sont en vert sur le graphique, qui sont des phases d'éveil. Donc ça, c'est des micro-réveils. Généralement, les adultes, on s'en rend pas compte, mais on a tous des micro-réveils pendant la nuit. Ça va être un moment où on va par exemple, se retourner, mais nous, les adultes, on a l'habitude, et ça ne nous réveille pas plus que ça. En fait, on s'en souvient même pas le lendemain. Mais voilà, donc on a tous des micro-réveils. Pour ce qui est de l'enfant, et ça, c'est intéressant. C'était intéressant de comprendre le sommeil de l'adulte pour mieux comprendre celui de l'enfant aussi. L'enfant, en fait, quand il naît, il a un sommeil totalement différent de celui de l'adulte. Donc, lui, il va avoir entre 0 et 3 mois, il a en gros une phase de sommeil agité et des phases de sommeil calme. On appelle ça du sommeil calme. Et c'est très progressivement qu'en fait le sommeil va se construire. Il se construit entre 0 et à peu près 6 mois pour atteindre une structure du sommeil qui va ressembler à celle de l'adulte. Lui, il aura, quand il naît, des phases qui sont beaucoup plus courtes.
avec plein de petits réveils. Du coup, c'est absolument normal qu'un nouveau-né jusqu'à 3 mois se réveille tout le temps, dorme un peu tout le temps aussi, mais on ne peut pas s'attendre évidemment à ce qu'un nouveau-né dorme 5 heures de suite. Enfin, ça peut arriver, mais en tout cas, c'est très aléatoire et c'est tout à fait normal. À partir de 3-4 mois, c'est le moment où les tout petits vont commencer à avoir un réveil plus structuré, un sommeil plus structuré, avec des phases de sommeil nocturne qui sont plus longues. 3-4 ans ou 3-4 mois. 3-4 mois. J'ai dit 3-4 ans. Non, moi, je me suis dit c'est 3-4 mois. 3-4 mois. Ouais, 3-4 mois. Donc là, effectivement, ils commencent, et là, on dit, ils commencent à faire leur nuit. Donc ça veut dire qu'ils ont des phases en fait de sommeil qui sont plus longues. Et puis, c'est surtout à partir de 6 mois que le sommeil va vraiment commencer à ressembler à celui de l'adulte. Je vous ai mis les besoins, un petit résumé des besoins de sommeil de l'enfant, parce qu'en fait, très souvent, on a remarqué que les parents ne savaient pas exactement quels étaient les besoins en temps de sommeil de leurs enfants et comment ça pouvait être réparti. Donc là, on voit que les nouveau-nés, c'est entre 16 et 20 heures. Ce que je disais tout à l'heure, ça peut être vraiment toute heure de la journée. Et ça, je parle bien par 24 heures, c'est-à-dire que c'est pas le sommeil diurne. Hein, sur 24 heures, ils vont dormir 16 à 20 heures. 4 à 12 mois, c'est 12 à 16 heures. 1 à 3 ans, ça va baisser. Donc là, ça va être 11 à 14 heures, sachant que 4 à 12 mois, au début, il y a 3 siestes en général dans la journée. Et puis progressivement, elles vont diminuer. À partir de 1 an, il y a en général plus qu'une sieste, une petite sieste le matin, et encore, elle est en train de disparaître, et une sieste l'après-midi. Et généralement, à partir de 3-4 ans, c'est l'âge où ils arrêtent les siestes. Donc, c'est important de connaître un peu ce nombre d'heures, parce que parfois, il y a des parents qui ont l'impression Mais oui, mais par exemple, donc nous, la maternelle, donc c'est des enfants à partir de 3 ans. Donc par exemple, son enfance, pour que l'enfant il dorme, on va faire un peu de mathématiques, mais pour que l'enfant dorme 12 heures, Caroline. Si l'enfant est en première année maternelle, du coup, il faut qu'il se couche à quelle heure et qu'il se lève à quelle heure pour avoir 12 heures de sommeil? Alors, pour avoir 12 heures en fait, si l'enfant se lève à 7 heures du matin, sachant qu'il va faire en général 1 ou 2 heures de sieste. Sachant qu'en maternelle, en général, ils font pas tout à fait les mêmes siestes qu'à la maison. 12 heures, ça inclut la sieste? 12 heures, ça inclut la sieste. Sachant que, attention, c'est des fourchettes. Il y a des enfants qui ont besoin encore de 13 ou 14 heures et d'autres qui ont déjà plus besoin que donc, 10 ou 11 heures. Donc, en première heures. année, par exemple, si un enfant de 3 ans, il fait 1h30 de sieste, c'est normal. Donc, ça veut dire qu'il doit quand même dormir 10h30 en fait la nuit. Exactement. Donc, ça fait quand même qu'il faut se coucher s'il se lève, par exemple, à 7 heures, 20h30. Mais c'est plus tard, le plus tard du plus tard. Le plus tard du plus tard, donc c'est 20h30 pour un lever autour de 7h, donc en première année de maternelle, en sachant qu'il fait encore la sieste. Mais si par exemple l'enfant ne fait plus la sieste, à partir de deuxième année de maternelle, ça veut dire qu'il faut le coucher à 19h. Si en deuxième année de maternelle, voilà, il fait plus la sieste, les 19h30 ou 20h. 20h, et 20h pour un lever à 7h, après vous calculez quoi, c'est-à-dire que si c'est 7h30, après ça dépend parce qu'il y a des petits, il y a des petits et des gros dormeurs, donc c'est quand même une fourchette, mais ça donne quand même une petite idée que coucher un enfant à 21h, lever à 7h en maternelle, s'il n'a pas assez d'heures de sommeil, ça veut dire que pour lui ça va être un peu difficile la journée quoi. Sachant que même un dormeur on a une on a une question, on la lit maintenant ou on répond plus tard? On va répondre à la fin de cette deuxième partie du coup. Oui, d'accord. La tétée dans mon lit et entendu mon dernier insulte. D'accord. Donc ça, c'est une question d'un enfant qui a été endormi au sein, si je comprends bien. Mais peut-être qu'on va répondre aux questions à la fin de la partie. Parce qu'en fait, ça aussi, j'en parlerai à la fin de la partie sur les données un peu de. Nous, ça nous intéresse aussi à l'école parce que c'est vrai que les enfants qui manquent de sommeil, après dans la journée, on les voit, ils sont quand même en difficulté au niveau des apprentissages. Alors, et aussi, la personne qui parle de Léonard, je ne sais pas quel âge il a. Ça serait bien de me dire, je vois quel âge il a aujourd'hui pour lui apprendre à dormir seul, parce qu'en fait, on différencie aussi beaucoup entre un enfant, entre 0 à 2 ans et 2 ans et plus. Ça va pas être exactement 3 ans et demi, d'accord. Ça va être 2 ans et plus, en fait, ça va être les plus grands. Ok, très bien. Donc, là, en fait, ce que je vous ai donné, c'est une fourchette. Donc, c'est des repères qu'il faut avoir. Bien sûr, il y a des gros dormeurs, il y a des petits dormeurs, il y a des enfants qui vont avoir des périodes où ils dorment mieux que d'autres, il y a des enfants qui vont, par exemple, très bien dormir à la maison et beaucoup moins bien à l'école. Donc, il faut aussi connaître son enfant et ajuster en fonction de son enfant, donc l'observer et voir aussi à quelle heure il s'endort le mieux.
Nous, ça arrive très souvent, par exemple, que des parents nous disent, j'en parlerai plus tard, mais parce que c'est dans la deuxième partie, mais des parents qui nous disent, je comprends pas, je couche mon enfant à 21h, il ne s'endort pas avant 22h ou 23h, il est surexcité. En fait, il n'a pas du tout besoin de se coucher plus tôt. Et à ces parents-là, on leur dit, couchez-le à 19h30 ou à 20h, et vous allez voir, il va s'endormir. Et c'est ce qui se passe en général, c'est qu'en fait, il s'est couché trop tard. Et donc, parce que très souvent, on dirait, il a l'air d'être en forme, non, en fait, c'est déjà trop tard pour lui. Donc, il a raté le train du dodo, ce qu'on appelle le fameux train du dodo. Voilà, donc c'est important d'avoir un peu des fourchettes dans la tête et de se dire, mon enfant, s'il dort que 9 heures alors qu'il a 3 ans, c'est qu'il y a un souci. Donc, on a vu un peu le nombre d'heures à peu près, voilà, par rapport aux âges. Après, voilà, ça évolue effectivement jusqu'à 12 ans. Après, on trouve des heures de sommeil qui sont proches de celles des adultes. Donc, de 9 heures de sommeil. Sachant qu'on dit quand même qu'un enfant de 6 à 12 ans a besoin de 10 heures de sommeil. Et lui, fait plus de sieste. Donc, ça veut dire que c'est quand même les adultes, on va dire qu'on dort 8 heures, 7 heures. Les gros dormeurs vont peut-être dormir un peu plus, mais même à 6 ans, ils ont encore besoin de 10 heures de sommeil. Donc, même moi, mon enfant de 6 ans et demi, je le couche à la même heure que son petit frère de 4 ans et demi. Parce que sinon, il ne tient pas la journée. Oui. Ah oui, on voulait parler un peu des bienfaits. Et on posera peut-être, si vous avez des questions à la fin sur ces points-là. Alors, c'est important, même si on sait un peu toutes ces choses-là, c'est quand même important de rappeler les bienfaits du sommeil. Alors, en fait, c'est plus que des bienfaits, c'est que le sommeil, c'est une absolue nécessité, déjà pour le développement cérébral de l'enfant. Moi, on m'a toujours dit, je pense que c'est un pédiatre qui avait dû me le dire, mais qu'un enfant qui dort, c'est un enfant qui fabrique du cerveau. Et donc, je m'en suis toujours souvenue de cette phrase. Effectivement, un enfant qui dort bien, c'est un enfant qui non seulement va avoir un développement cérébral normal, mais ensuite va être capable d'être concentré en journée, d'écouter, d'enregistrer les informations, etc. C'est évidemment indispensable à son développement physique aussi. Le sommeil régule, alors ça c'est vrai chez l'enfant, mais c'est vrai aussi chez l'adulte. Il régule la production d'hormones qui sont essentielles, comme l'hormone de croissance, le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui régule le stress, l'insuline, l'hormone de l'appétit aussi. On lit souvent un manque de sommeil et obésité. Mais en fait, on comprend que la question du sommeil, c'est la question de la santé, en fait. Exactement. C'est pour ça que je disais, c'est un enjeu de santé. On parle beaucoup de santé, oui, plein d'autres, mais c'est un enjeu de santé publique, le sommeil, tout à fait. Également, le sommeil est associé à une meilleure réponse immunitaire. Ça veut dire qu'un enfant qui manque de sommeil est plus souvent malade. Nous aussi les adultes, mais c'est encore plus vrai chez les enfants. Et très important dans la capacité à gérer leurs émotions. Je pense que tout le monde, tous les parents qui sont là ont remarqué qu'un enfant qui n'a pas bien dormi, c'est un enfant qui est beaucoup plus irritable, beaucoup plus nerveux. Après, les adultes aussi. C'est vrai aussi pour les adultes. Donc, tout ça pour dire, et tout ça pour en arriver en fait à cette slide-là, c'est que effectivement, apprendre à son enfant à bien dormir en quantité suffisante et de façon sereine dès le plus jeune âge, c'est un cadeau qu'on leur fait. C'est un cadeau qu'on se fait, je pense aussi à nous parents, parce qu'avoir un enfant qui dort pas bien, ça complique évidemment la vie de tout le monde, mais c'est surtout un cadeau qu'on fait à son enfant. Je pense qu'on a beaucoup d'adultes qui rencontrent des difficultés de sommeil et qui auraient aimé apprendre à bien dormir dès le plus jeune âge. Sur du coup, le nombre d'heures de sommeil par nuit, est-ce que vous, parents, vous retrouvez à peu près le quota d'heures pour vos enfants? Est-ce que vous êtes, c'est des données que, voilà, ça vous paraît familier? Et je vois que les parents n'ont pas mis leur caméra. Mais en tout cas, peut-être vous pouvez nous parler. Est-ce que ça vous paraît, ce nombre d'heures de sommeil vous paraît, du coup, ce que vous réalisez vous à la maison? Oui, tout à fait. D'accord, Madame Petit, je vous ai reconnue. Entre 11 heures quand il y a école et plutôt 12 heures quand il n'y a pas école. Léonard, il a 3 ans et demi, il dort 10 heures. C'est bien. Ouais. C'est des variantes à la maison. C'est que des fois, les enfants un peu plus petits, ils se réveillent. C'est tout à fait normal en fait qu'ils se réveillent parce qu'ils n'ont pas le même sommeil que nous et on a tendance un peu à oui, et d'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, que je peux ajouter, c'est que un enfant a un sommeil qui est en mouvement.
Ça, c'est quelque chose qui peut surprendre aussi pas mal les parents. Le sommeil des enfants est souvent en mouvement. Donc, un enfant qui se réveille, un enfant qui gigote, qui change de position, c'est pas un enfant qui a un mauvais sommeil. Le sommeil des enfants, très souvent, vous allez les retrouver à l'autre bout du lit le lendemain. Ils ont bougé, ils ont gigoté, mais ça ne veut pas dire que le sommeil n'était pas de qualité. Et ils dorment souvent sur le ventre avec les fesses en l'air aussi. Exact. Ils sont trop mignons quand ils font ça. En tout cas, par rapport à la question de Léonard, en fait, on va venir après parce Oui, que on va y revenir. Caroline, elle va donner des petites clés, en fait, des outils. C'est aussi l'objet de l'atelier de ce soir, de vous donner un peu quelques conseils sur les rituels. Effectivement, ça vient après. C'est toute la deuxième partie. Toute la deuxième partie. Donc, sachez que voilà, on va expliciter du coup cette partie-là pour essayer de donner quelques clés en fait sur comment bien organiser du coup la chambre, comment tout le rituel, la question du rituel, la question de voilà. Ah oui, alors ça, alors j'avais mis des petites phrases comme ça rigolotes. Je sais pas si vous connaissez ce compte Instagram qui s'appelle Parents épuisés. En fait, ils mettent plein de plein de phrases hyper rigolotes qu'on a tous vécues. Hein. Voilà. Tous les parents, enfin la grande majorité des parents ont vécu ce genre de situation. Ouais. Il faut apprécier les bons moments que l'on passe avec nos enfants, quand ils sont petits, c'est précieux. Là, par exemple, ils dorment. Parce que c'est vrai qu'on a souvent cette image un peu dorée des parents avec des enfants jeunes. Et en fait, quand on regarde les parents, ils ont l'air super fatigués. Avec les enfants tout petits, des fois, on les voit vraiment en difficulté parce que c'est vrai que c'est quand même une épreuve. Voilà, de pas dormir aussi pour les parents, quoi, parce que c'est aussi difficile pour eux, quoi. Bien sûr, on peut peut-être mettre les autres aussi. Voilà, le rituel, justement, on en parlait, un doudou à trouver, un verre d'eau à donner, 3 histoires à lire, 7 chansons à chanter, 2 pauses pipi et 15 peluches à embrasser. Voilà votre rituel. Non, plus sérieusement, pourquoi est-ce que j'ai mis tout ça? C'est aussi parce que très souvent, quand on devient parent, presque comme si on accepte l'idée que ça fait partie du package de ne pas dormir pendant 10 ans. Et que dans les 10 prochaines années, on va être réveillé par effectivement, j'ai perdu mon doudou, je ne dors pas parce que c'est un bébé, ensuite c'est parce qu'il faut pipi, parce qu'ensuite c'est parce que j'ai fait un cauchemar, etc. Et on a tendance à accepter cette idée. Après, il y a une étude quand même qui montre que jusqu'à l'âge de 7 ans, les parents manquent de sommeil. Exactement, mais du coup, on accepte. On accepte. On part du principe que c'est normal, que tous les parents doivent manquer de sommeil parce qu'ils ont des enfants. Et mon propos, c'est de dire que non, on n'est pas obligé d'accepter ça comme une fatalité et ça n'en est pas une. Bien sûr que tous les parents vont être réveillés une nuit par-ci, une nuit par-là parce qu'il y a eu un cauchemar, parce qu'il a eu plus de difficultés à s'endormir ce soir, etc. Mais on n'est pas obligé d'accepter ça comme un fait et que la règle ce soit de ne pas dormir. Ça doit pouvoir rester l'exception. C'est mon propos. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'accompagne les familles pour accepter ça. Alors, effectivement, là, je vois que Léa, vous avez mis ça, c'est que avant de parler de tous les petits... Voilà, l'idée, c'est avant de parler des troubles du sommeil un peu ou des difficultés à mettre son enfant au lit qui sont assez classiques et qu'on partage tous, on voulait un petit peu quand même faire détailler lorsque c'est des problèmes un peu plus graves qui nécessitent d'aller voir un spécialiste et vous aider à les repérer. Du coup, ces problèmes, donc on va les évoquer brièvement, juste pour en fait, élaguer cette partie pour après passer plus aux problèmes du quotidien. Mais en tout cas, ça nous semblait important de les identifier, en tout cas de vous aider à les identifier. Oui, tout à fait, parce que nous, quand on fait de l'accompagnement sommeil, c'est les choses qu'on vérifie d'abord. On ne peut pas aider des parents et des familles dont les enfants peuvent présenter un de ces difficultés parce que c'est absolument pas de notre ressort et que ça nécessite, dans la plupart des cas, l'intervention d'un médecin ou d'un spécialiste du sujet. Alors, la première chose qui est hyper classique chez les tout petits, c'est ce sigle, le RGO. En fait, c'est tout simplement le reflux gastro-œsophagien, donc ce qu'on appelle le reflux. Et généralement, ça apparaît dans les tout premiers mois. Nos enfants qui ont en fait des remontées, tout simplement des remontées acides. Et c'est pas grave, mais c'est extrêmement douloureux pour l'enfant. Et ça nécessite donc il y en a pour qui c'est très léger et qui on va donner juste un petit médicament, mais il y en a qui ont besoin de vrais traitements importants parce que c'est extrêmement douloureux et puis ça peut aussi provoquer des lésions internes assez graves. Donc quand on repère un bébé qui a un RGO, il faut aller consulter un spécialiste. Donc il y a des gastroentérologues dont c'est la spécialité qui s'occupe des enfants.
Et généralement, on reconnaît ces bébés-là, ces petits-là. En gros, ils peuvent pas dormir une heure de suite. Donc, on les repère assez vite parce qu'en fait, c'est des enfants, dès qu'ils sont allongés, ils sont mal. Donc, soit ils dorment bien une fois qu'ils sont sur nous. Donc, c'est des bébés qu'on ne peut pas allonger, mais qui arrivent à dormir uniquement contre nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont verticaux, donc ça veut dire que ça ne remonte pas, et puis ils sont apaisés. Voilà, mais ça veut dire qu'ils ont pas mal à ce moment-là, mais ils arrêtent de pleurer quand on les prend. Ensuite, l'autre chose qui est assez fréquente, c'est l'allergie à la protéine de lait de vache. Donc ça, il faut aller voir un allergologue si on soupçonne que son enfant a une allergie, on voit qu'il n'est pas bien dès qu'il a bu, on voit qu'il est mal, sachant qu'il peut tout à fait arriver à des enfants qui sont allaités, parce qu'il suffit que la mère prenne des protéines de lait de vache pour que ça passe dans le lait. Donc c'est pas nécessairement des enfants qui sont vivants. Et un troisième syndrome qui est un peu moins connu, qui s'appelle le syndrome de Kiss, et en fait qui est un nerf qui est à la base du cou et qui est pincé, en gros. Ça se fait généralement, c'est dû à la naissance ou à une position, enfin au moment de l'accouchement, normalement. Et là, il faut aller voir un ostéopathe. Il y a des ostéopathes qui sont, donc c'est la spécialité. Tous les ostéopathes ne le font pas, donc il faut bien se renseigner avant s'ils connaissent le syndrome de Kiss. Donc c'est ça qu'ils sont inconfortables en fait, peut-être. En fait, dès qu'on les couche, ils ont hyper mal. Ils ont mal, d'accord. Donc on voit que la position couchée en fait est désagréable pour eux, d'accord. Exactement. Donc, le RGO, l'allergie, les syndromes, tout ça, c'est des enfants qui sont tout le temps mal en fait. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, là, si j'ai un conseil à donner aux parents, c'est écoutez-vous. On peut aller voir un premier médecin qui vous dise mais non, regardez, dès que vous le mettez dans les bras, en fait, il arrête de pleurer, donc en fait, il a rien. Si les parents vous sentez qu'il y a un truc, il vaut mieux aller consulter pour rien que de ne pas consulter parce qu'on peut passer à côté de quelque chose d'important. Et ça peut durer longtemps parce que le reflux, en gros, ça s'apaise vers quand ils commencent à marcher les enfants, donc ça peut durer très longtemps. Ensuite, il y a toutes les maladies, là je vais en parler beaucoup plus vite, mais en gros qui peuvent poser des problèmes de sommeil ponctuels comme les otites, les rhumes. Après, il y a encore d'autres, des troubles respiratoires, les hypersomnies, etc. Tout ça, c'est des choses qui ont un impact sur le sommeil de l'enfant et que évidemment il faut traiter avant d'aller faire un super rituel et de donner un doudou. J'ai peut-être pas tout détaillé parce que le somnambulisme, là, c'est quand ils sont un peu plus grands, c'est un peu après. Le syndrome des jambes sans repos, ça c'est. En gros, c'est un syndrome nerveux en fait. Donc on voit qu'ils ont les jambes peut-être qui battent. Ça perturbe le sommeil. Pour des petits enfants, très souvent, et les nouveaux, c'est plutôt ce dont j'ai parlé, le RGO, l'allergie et le syndrome de Kiss, qui sont à surveiller et qu'on repère assez vite en fait. D'accord. Donc là, on va passer plutôt aux choses un peu plus communes du coup. Alors effectivement, après, une fois que tout ça est écarté, du coup, on ne fait pas de questions-réponses maintenant. Alors, est-ce que peut-être, parce que c'est vrai que après, vous êtes tous cachés, personne ne s'est mis à la caméra, peut-être que vous êtes en pyjama déjà, puisqu'il est déjà 20h. Mais si vous avez des questions déjà sur cette partie, qui concerne cette partie-là, n'hésitez pas. Vous pouvez allumer votre micro, vous pouvez l'envoyer par le chat, ou sinon, on va passer à la suite. D'accord. Je vais passer à la suite du coup parce que j'ai l'impression que les questions elles sont plus. On va passer à la suite. Alors effectivement, pour un enfant qui est donc en bonne santé, donc qui n'a aucun des symptômes ou des maladies que je viens de décrire, nous on a identifié trois gros points qui peuvent perturber. Ce sont des facteurs en fait perturbateurs du sommeil. La première chose, c'est les angoisses de l'enfant. Donc, ça peut être des angoisses qui sont ponctuelles, donc qui sont liées à une situation ponctuelle. Ça peut être une entrée à l'école, ça peut être un déménagement, ça peut être l'attente d'un petit frère ou d'une petite sœur. Donc, des situations qui peuvent angoisser l'enfant et qui vont perturber son sommeil. Ça peut être l'angoisse de séparation. Je pense que les gens connaissent un petit peu ce terme, qui a été mal vécu. Voilà, c'est toutes les angoisses qui sont autour de l'enfant. Le deuxième facteur, ça peut être des angoisses qui sont celles des parents, par exemple, qui sont liées à une maladie de l'enfant, à un événement
qui s'est produit. Ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec l'enfant, ça peut être des soucis au travail qui ont un retentissement sur le parent lui-même et sur le sommeil de l'enfant. On a des enfants qui vont réveiller leurs parents presque pour les rassurer la nuit, en fait, pour leur dire tout va bien, ou pour venir en gros leur faire un câlin pour aller s'occuper de leurs parents. Et le troisième type de facteur, c'est tout simplement, j'ai mis les mauvaises, mais les habitudes prises à la maison, dont on a du mal à se défaire, qui sont bonnes ou mauvaises, chacun jugera, mais des habitudes. Alors, très souvent, il y a rarement un de ces facteurs. C'est très souvent des angoisses qui ont créé donc des habitudes, ou alors les habitudes se sont mêlées aux angoisses des parents, etc. Donc, très souvent, quand on fait de l'accompagnement, nous, on va faire une checklist des enfants, de leur situation actuelle, de ce que les parents... c'est tout un contexte en fait, ouais, qu'on étudie pour comprendre un peu comment on en est arrivé comment ça là. fonctionne, exactement. Et comment ça fonctionne. On va faire parler de la grossesse, de la naissance de l'enfant, même peut-être avant, on va parler de la situation actuelle, on va essayer de faire un espèce de panorama et puis de voir comment ça se passe, des habitudes qui ont été prises, de comment elles se sont installées, etc. Et là, on voit que par exemple, donc c'est le papa, c'est Léonard, donc le papa. Exactement, dans le cas de Léonard, ou la maman peut-être. On voit que du coup, là, s'il y a une habitude qui a été prise dès la naissance. Exactement. En fait, tout simplement, Léonard, il n'a jamais eu l'habitude de s'endormir tout seul. Donc, en fait, il n'a pas l'habitude. Donc, forcément, lui changer son habitude, ça va créer une angoisse chez lui. Et donc, il va falloir lui réapprendre, ou tout simplement lui apprendre à s'endormir tout seul. Et c'est ce qu'on fait, nous, quand on fait de l'accompagnement, c'est qu'on donne plein d'astuces pour apprendre à son enfant à s'endormir tout seul. Il boit encore un biberon la nuit. Je pense que Léonard, qui a 3 ans et demi, n'a pas faim la nuit. Simplement, Léonard a toujours pris un biberon, probablement. En tout cas, il avait une tétée avant, il a toujours pris un biberon, donc il en a encore besoin. Par exemple, vous avez aussi des mamans, il y a une maman allaitante qui me racontait ça il n'y a pas longtemps, que quand elle allaitait son enfant à 4 heures du matin, elle avait l'habitude, parce qu'elle était réveillée, d'aller manger un petit truc, un carré de chocolat ou n'importe quoi. Et donc, longtemps après que l'enfant n'ait plus arrêté d'allaiter, arrêter de téter, elle continuait à se lever à la même heure pour aller manger son carré de chocolat parce qu'elle en avait besoin. Donc les habitudes, elles s'installent et le corps s'en souvient. Donc très souvent, il y a des enfants qui ont, voilà, tout simplement, il y a des habitudes qui ont été prises. Après, vous disiez aussi que comme on s'endort, on se réveille. C'est-à-dire que alors ça, je vais effectivement, je vais y venir, je vais en parler en fait justement dans la question du rituel. Comme on s'endort, on se rendort. Effectivement, si un enfant s'est endormi, il a l'habitude de boire un biberon juste avant de se coucher. Donc, au moment de se coucher, il se couche avec son biberon. C'est un peu la dernière chose qu'il fait. Quand il va avoir un micro-réveil, les fameux micro-réveils dont on parlait tout à l'heure, qui sont tout à fait normaux et qui sont chez tous les enfants, eh ben, il va vouloir se rendormir avec. Il va vouloir téter. Il va avoir besoin des mêmes conditions pour se rendormir que celle qu'il a eue au moment du coucher. Imaginez que vous vous couchez tous les soirs, vous vous couchez avec votre oreiller, et imaginez qu'à 4 heures du matin, quand vous vous réveillez, même un micro-réveil, on vous ait enlevé votre oreiller. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire, mais où est mon oreiller? Et là, non seulement vous n'allez pas être bien, mais en plus, ça va créer une petite angoisse un peu de où est mon oreiller? Et ben, les enfants, c'est pareil. Donc, ça veut dire que, par exemple, si on reste avec son enfant et qu'on l'endort, en gros, qu'on le, il aura besoin on le câline, qu'on lui caresse les cheveux, qu'on lui fait plein de petites caresses, de petits massages, en fait, jusqu'à ce qu'il s'endorme, en fait, parce que ça, bien sûr, ça n'empêche pas qu'on peut câliner son enfant, lui faire un bisou, mais jusqu'à ce qu'il s'endorme, voilà, quand il va se réveiller, il va avoir besoin, du coup, du même processus, en fait, pour se rendormir. Exactement. Alors, je parlerai peut-être des petites choses précises s'il y a des questions dessus, mais effectivement, du coup, maintenant, je vais en venir aux facteurs clés pour qu'un enfant puisse s'endormir sereinement et pour que le sommeil, voilà, pour qu'il puisse s'endormir, sachant que nous, notre objectif, c'est que les enfants, pour les familles qui le souhaitent, s'endorment tout seuls dans leur lit, sans avoir besoin d'intervention extérieure. Après, on peut les accompagner quand même dans leur lit, tout ça, mais c'est pas. Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Moi, je parle de l'endormissement, voilà. Du moment de l'endormissement. C'est-à-dire que le moment où il va fermer les yeux, il va tomber dans le sommeil. En fait, l'idée, c'est qu'on puisse coucher, que ce soit un bébé ou que ce soit un enfant, dans son lit, encore éveillé. Ça ne veut pas dire qu'avant, on n'a pas fait 12 000 câlins et passé 1 heure et demie à lui faire des bisous. Il n'y a aucun problème. Et lire des livres, etc. Ça, c'est le rituel.
Et le moment où on pose le bébé et le moment où on couche l'enfant, il doit être réveillé. Il doit être encore réveillé Il doit dans son trouver lit. le sommeil tout seul dans son corps avec lui-même, sans avoir quelqu'un qui lui tient la main, sans avoir quelqu'un qui lui chante une chanson, etc. Nous, c'est notre objectif. Alors, c'est comme ça, quand il va se réveiller, il va se réussir à se rendormir exactement. tout seul, parce qu'il aura trouvé par lui-même en fait comment s'endormir. Exactement. Et sachez que absolument tous les enfants en bonne santé, un enfant qui n'a pas un des problèmes que j'ai évoqués, sont capables de s'endormir tout seuls. S'ils ne le font pas, c'est parce que soit ils n'en ont pas l'habitude, c'est pour ça que les habitudes c'est très fréquent, soit il y a une angoisse, soit il y a un souci. Donc ça peut être par phase aussi, parce qu'il peut y avoir un moment il dormait très bien, il s'endormait tout seul, et puis à un moment. Alors en général, on va identifier une phase, et qu'est-ce qui va se passer dans cette phase? On va identifier quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, qui a fait qu'il n'arrive plus à s'endormir. Il y a plein de bébés qui dorment très bien, et puis tout d'un coup, à 3 ans, ils décident qu'ils veulent plus se coucher, et puis ils veulent plus dormir, ils veulent dormir, etc. Il y a des phases. Alors en général, ça correspond très souvent. Soit c'est des facteurs extérieurs, soit c'est des phases de changement de l'enfant. Ça peut être des phases d'apprentissage. Ça peut être, les enfants, ils évoluent de toute façon de tout le temps. prise de conscience aussi. Exactement. Je sais pas, ils grandissent, et donc par exemple un enfant qui a 3 ans n'est plus le petit bébé qu'on avait à 3 mois. Il y a un petit bébé qui va, par exemple, tout simplement l'angoisse de séparation. Vous avez jusqu'à 8 mois à peu près un bébé que vous donnez à tout le monde, il est toujours content, il fait des risettes à tout le monde, et il est toujours, voilà, il n'y a aucun problème. Et tout d'un coup, vers 8-9 mois, quand vous le confiez, il est hyper mal. Là, c'est le moment de l'angoisse, de ce qu'on appelle l'angoisse de séparation. Et c'est le moment où en fait il prend conscience que vous êtes une personne extérieure à lui. Et donc, avant, vous êtes là, vous existez toujours, mais à ce moment-là, il prend conscience que vous êtes extérieur, mais sauf que pour lui, à ce moment-là, si vous n'êtes pas devant lui, ça veut dire que vous êtes mort. D'où, non mais c'est ce qu'on appelle l'angoisse de séparation. Donc c'est une phase dont on parle beaucoup pour dire qu'il faut apprendre à l'enfant à gérer cette phase-là. Et donc on va faire des cachets coucou, par exemple, des choses comme ça qui font que l'enfant va comprendre que c'est pas parce qu'il ne vous voit pas que vous n'existez plus. Et donc c'est la phase où on va effectivement gérer la séparation. Si cette phase-là n'a pas été très bien gérée, ça peut avoir des retentissements plus tard sur un enfant qui va être angoissé effectivement par la séparation. Donc la première chose, en fait, le premier facteur pour que l'enfant dorme bien, ça va être sa sécurité affective. C'est effectivement verbaliser s'il y a des difficultés, s'il y a des passages compliqués dans sa vie, je ne sais pas, s'il rentre à l'école, partir de l'école, l'aider à passer ce cap, si c'est des difficultés qui sont plus profondes et plus antérieures. Alors là, nous, on n'hésitera pas à conseiller les parents d'aller voir quelqu'un, d'aller voir s'il y a besoin d'un accompagnement pour ça. Mais donc, il a besoin en tout cas d'être en sécurité affective. L'autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est qu'un enfant, il a besoin d'avoir sa dose de papa et maman, ou de maman, s'il n'y a que maman. Il a besoin d'avoir la dose de son ou de ses parents chaque jour. Donc, ça veut dire qu'on va conseiller aux parents de passer, même pas forcément très longtemps, mais au moins 10 minutes avec son enfant, à jouer avec lui avant de le coucher. Donc, quand il rentre, si les parents rentrent tard, ça va être 10 minutes. S'ils ont plus de temps, tant mieux. Mais il a besoin d'avoir eu un moment seul avec son parent. On conseille même, quand il y a des fratries, de passer 10 minutes avec un, 10 minutes avec l'autre, séparément, pour qu'il ait eu sa dose de parents. Après, selon les âges, ils vont avoir besoin de plus ou moins de parler, tout ça, exactement, avant de s'endormir, du coup, pour être bien. Exactement, donc de verbaliser. Alors, si c'est des émotions négatives, on va plutôt essayer de le faire un peu plus tôt, pas juste avant de se coucher. Peut-être le faire pendant le dîner, par exemple, on fera peut-être un peu avant, mais il aura besoin de verbaliser, de parler de sa journée, ou simplement d'avoir eu des câlins. Et un temps de jeu avec les parents, ça peut être aussi un moment de rigolade, ça peut être... voilà. Donc un petit moment de rire avec lui, ça peut tout changer pour la soirée. L'autre chose, c'est le rythme et les horaires. Alors ça, on revient à ce qu'on a dit en début de conférence, c'est que il faut coucher un enfant à la bonne heure. C'est-à-dire qu'il faut le coucher à l'heure qui est l'heure où lui est fatigué. Donc il faut savoir bien observer aussi son enfant. S'il faut le coucher quand il est fatigué. Donc s'il faut avancer la soirée et avancer le bain et avancer le dîner pour pouvoir le coucher plus tôt,
si on en a la possibilité, on le fait. Sachant que tout ça, c'est un petit jeu aussi, parce qu'il y a souvent des parents qui rentrent tard, qui n'ont pas beaucoup de temps, donc ils veulent voir leurs enfants. On a un défaut d'appréciation aussi parce que des fois, les enfants, quand ils sont très fatigués, ils sont un peu surexcités. Donc, ils ont tendance à être pleins d'énergie, à sauter partout, alors qu'en fait, c'est peut-être un signe justement qu'ils sont fatigués et que ça fait un moment qu'ils devraient être au lit. Sauf qu'on a l'impression que on a une autre impression, mais du coup, il faut apprendre à décrypter ça parce qu'après, quand on les met au lit, ils hurlent. Alors, on se dit, bon, mais en fait, ils sont pas prêts pour dormir, sauf qu'en fait, ils hurlent parce qu'il aurait fallu les coucher avant. Parce que là, du coup, ils sont en souffrance un peu parce qu'ils sont fatigués. En fait. Tout à fait. Et donc, dans ces cas-là, si on voit son enfant surexcité, il est 19h, ben, on va plutôt proposer, au lieu de proposer un temps de rigolade, etc., on va plutôt proposer quelque chose de très calme, lire une histoire, peut-être écouter un peu de musique douce, avant d'aller ensuite faire. Donc, j'en viens au rituel. C'est la troisième chose. Le rituel, donc, c'est toute la phase qui est avant le moment où on va coucher l'enfant. Donc c'est le moment laver les dents, aller passer aux toilettes, lire une histoire. Il y en a qui aiment lire des histoires, d'autres ça va être chanter une chanson, ça va être, je sais pas, faire jouer un peu avec les doudous. Enfin, chacun va construire son rituel en fonction des habitudes qu'ils ont à la maison. Chacun peut le construire comme il veut. Ce qu'il faut, c'est que il soit, comme son nom l'indique, un rituel, c'est-à-dire que c'est la même chose tous les soirs. C'est-à-dire que tous les soirs, on fait pipi, on se lave les dents, on va chanter la chanson, on fait machin. Donc, on définit le rituel. Si c'est un tout petit, on le fait nous-mêmes. Si c'est un plus grand, on peut le définir avec lui. Et on choisit ces étapes qui seront les mêmes tous les soirs. Donc, si c'est une histoire, c'est une histoire. C'est pas 15 histoires. C'est souvent ça, ils en redemandent, etc. Donc, si on a défini avec l'enfant que le rituel, il y aurait 2 histoires, il y a 2 histoires. Et on ne cède pas, on ne fait pas 5 histoires parce que sinon, le lendemain, ils vous redemandent 5 histoires et c'est compliqué. Mais les enfants adorent les rituels. Ce qui est bien, c'est que les enfants adorent les rituels. Ils ont besoin de rituels. Je pense que dans les classes, vous voyez, il y a les petits rituels pour le déjeuner, etc. Je pense que les maîtresses, elles ont leurs rituels aussi. On appelle aussi des repères. Exactement. En fait, il y a des repères voilà, dont ils ont besoin. Après, on peut un peu innover un peu, mais on peut, par exemple, amener un peu de nouveauté, faire quelque chose d'un peu différent, mais il faut garder quelques repères parce que trop de changements, c'est pas bien. Un peu de changement, c'est bien, mais on sait qu'on a besoin d'un peu de nouveauté et aussi d'avoir un peu de stabilité aussi. Et en tout cas, sur les rituels, la nouveauté, ça doit vraiment être l'exception. C'est-à-dire qu'une fois que tout est bien installé, qu'on a un enfant qui va bien se coucher, qui comprend bien son rituel, au bout de quelques temps, on peut dire, bah tiens, ce soir, on va pas lire une histoire, on va, je sais pas. Et je vois dans la bulle qu'il y a marqué la conviction des parents. Alors, la conviction des parents, je vous ai parlé en dernier. Je vais d'abord vous parler de la chambre et lit, parce que la conviction, c'est ce qui clôture tout. C'est ce qui clôture tout. Ouais, d'accord. Je vous le garde pour après, parce que d'abord, il y a la chambre. C'est important, la chambre dans laquelle on couche son enfant. Nous, on va donner des conseils qui marchent assez bien. Mais en général, on va dire que le lit, il vaut mieux qu'il soit dans un angle de la pièce plutôt qu'en plein milieu. Parce que c'est plus enveloppant et c'est plus rassurant. On va dire aussi que le lit, il faut qu'il soit orienté vers la porte de sortie. Parce que c'est vachement angoissant pour un enfant d'être avec le mur derrière, de ne pas voir rentrer, pas voir ce qui se passe. En fait, ils ont besoin d'entendre les bruits, ils ont besoin de voir un peu la lumière à travers la porte, ils ont besoin de voir rentrer l'adulte si jamais il y a un adulte qui rentre pour voir s'il dort bien. C'est beaucoup moins angoissant. Avoir quelqu'un qui arrive dans son dos parce qu'on le voit pas arriver, bon, voilà, même si on est. Et c'est flippant. Effectivement, ça peut être angoissant. Donc, voilà, en général, quand on fait un accompagnement, on vérifie comment est faite la chambre, etc. Il faut qu'elle soit assez agréable, il faut que l'enfant, en fait, ait envie d'y aller aussi. Et la dernière chose pour qu'un enfant ait envie d'aller dans sa chambre, c'est il faut qu'il joue dans sa chambre. Il faut qu'il prenne l'habitude de jouer dans sa chambre. Si c'est uniquement la pièce de la maison où il est séparé de ses parents à 20h, où il n'y a rien, et donc c'est la pièce en fait, et qu'il n'a jamais l'habitude de jouer dans sa chambre, qu'il n'a pas investi ce lieu affectivement, bah, ça va être beaucoup plus difficile que si c'est un endroit où il adore aller, tout simplement. Et l'autre chose super importante, et ça je pense que vous le savez aussi dans les écoles, c'est le doudou. Le compagnon de la nuit en fait. Celui qui est là quand maman est en train de dormir ou papa est en train de dormir et que maman n'est pas dispo pour faire des bisous et des câlins, bah, doudou est là. Et c'est pour ça que après tous les spécialistes de l'enfance vous disent qu'il faut qu'il y ait un objet
transitionnel. Un objet Voilà. ou plusieurs, parce Ou que quand plusieurs. on a un seul doudou et qu'on le perd ou qu'on ne sait plus. Alors, si vous avez un doudou, il faut en acheter 10, pareil. Vous avez tous connu cette situation où du coup on est à la recherche du doudou et de la tétine et on ne les trouve pas. Et là, c'est la panique à la maison. Et donc, c'est bien d'avoir plusieurs tétines, d'essayer d'avoir plusieurs doudous. Même nous, à l'école, c'est vrai que ça nous arrive souvent d'avoir des parents, on va chercher les doudous jusqu'au fond de l'école, on y retourne, etc. Parce que les familles sans les doudous, du coup, sont dépourvues et savent que ça va être compliqué pour l'enfant de s'endormir. On peut trouver des doublures doudous. Par exemple, d'essayer d'en avoir plusieurs qui soient identiques. En tout cas, ça peut aider. Ça évite aussi que quand ils soient perdus, ben voilà, ça soit très compliqué, quoi. Alors, parce que je répondrai aux questions après, parce qu'effectivement, Doudou, le pas de patrouille au complet. Ouais, ben voilà, exactement. Sauf qu'ils sont quand même nombreux, donc il faut faire attention à avoir toute la patte patrouille. Je vous répondrai sur puis-je le laisser s'endormir en pleurant. Je répondrai plus tard à ça. Juste pour terminer, une chose qui est la conviction des parents, c'est que en fait, tout ce que je viens de vous dire, ça sert absolument à rien et ça marche pas si les parents eux-mêmes ne sont pas convaincus que laisser leur enfant s'endormir seul et que le laisser dans sa chambre seul, c'est une bonne chose pour eux et pour lui, ça sert à rien. Si les parents sont pas absolument déterminés et convaincus que si vous posez votre bébé dans son lit et qu'à ce moment-là c'est horrible pour vous et que vous le déposez comme ça avec la larme à l'œil, voilà, il n'y a aucune chance pour que le bébé s'endorme sereinement. Si vous partez de la chambre de votre enfant de 3 ans et demi en catimini, en vous disant mon Dieu qu'il ne me réveille pas et qu'on est stressé et qu'on se dit le pauvre, il va rester tout seul toute la nuit, c'est horrible ce que je lui fais, etc. On oublie, ça ne marche pas. Donc il faut que les parents soient hyper à l'aise avec ça et que pour eux ce soit. On fait un cadeau à son enfant. Voilà. Quand il s'endort tout seul. Sachant que je précise bien que ça, c'est à la demande des parents. Il y a des parents qui font du cododo et qui sont hyper heureux avec ça. Et ça, moi, il n'y a aucun souci. Hein. Oui, si ça convient aux parents. Il y a des cultures aussi, par Exactement. exemple, où les familles dorment ensemble. Après, ça dépend si ça convient à tout le monde et si c'est pas si les adultes sont pas en souffrance et que si tout le monde est bien dans ce système-là. Mais souvent, les parents, en fait, c'est pas quand les enfants viennent dans le lit toutes les nuits et qu'on se fait réveiller, etc., même pour le couple, etc., il y a quand même beaucoup de familles pour qui c'est pas agréable et qui ont envie de s'en sortir, honnêtement, de retrouver des espaces pour eux, les adultes, que les enfants dorment bien, parce qu'aussi, c'est vrai que dormir avec son enfant, c'est beau, mais c'est aussi beaucoup de coups de pied. Bien sûr. Beaucoup, voilà, après, il y en a que ça dérange pas. Moi, il y en a qui disent, moi, je dors très bien avec lui. Voilà. Après, c'est vraiment que ça dépend des familles. Voilà. Moi, quand je dis la conviction des parents de laisser son enfant dans sa chambre, c'est à condition qu'on n'ait plus envie de l'avoir avec nous et qu'on trouve que ça complique nos vies, que ça complique nos nuits, que ça nous empêche de dormir et qu'on veut plus de cette situation. Là, à ce moment-là, il faut être convaincu que. Après, c'est vrai que il y a la remarque d'un parent qui dit, mais est-ce que si mon enfant pleure, par exemple, est-ce que je laisse pleurer et combien je tiens, est-ce combien on attend, combien on laisse pleurer son enfant? Nous, on a une méthode. Après, il y a plein de méthodes différentes. Il y a plein de gens qui font de l'accompagnement sommeil et qui vont avoir des conseils qui vont être différents. Nous, on ne laisse pas pleurer les enfants. C'est pas du tout le but du jeu. En fait, on va faire un accompagnement qui est sur 2 semaines. Après, parfois, ça dure un petit peu plus longtemps, parfois, ça allait plus vite. Vous avez pu, je me permets de lire le commentaire de monsieur ou madame Paré. Mon pédiatre m'a dit que nous sommes des mammifères et que les mammifères dorment avec leur progéniture. Pour lui, c'est normal de dormir avec ses enfants. Je vous rassure, on a changé de pédiatre. Ok. Après, ce pédiatre était peut-être très à l'aise avec cette question-là et pourquoi pas, mais effectivement, j'aurais changé de pédiatre moi aussi, je crois. Mais alors non, on va faire un accompagnement qui est beaucoup plus progressif que ça. On dit pas ce soir à partir de maintenant c'est terminé, tu viens plus dans notre liste sans avoir mis des choses en place avant. D'abord, on va faire. Je réponds en fait à la question qui est un peu plus je la vois pas exactement. Ouais. La question, voilà pour Léonard. En fait, on va faire un accompagnement qui est plus progressif. Déjà, on va lui expliquer les raisons pour lesquelles on ne veut plus qu'il vienne dormir dans notre chambre, le fait qu'on est trop fatigué, qu'il est fatigué, etc. On va essayer de comprendre et lui reparler en fait justement de quand il était petit, pourquoi on l'a laissé s'endormir au sein, que c'était normal pour un petit bébé de pouvoir s'endormir au sein, mais que ça n'est plus normal pour un grand de 3 ans et demi de s'endormir avec un biberon.
et d'avoir besoin d'un biberon la nuit. Donc, on va lui expliquer tout ça. On y va par étapes, quoi. On y va par étapes. Nous, on fait très souvent un petit tableau qu'on appelle le tableau des succès. Donc, en fait, chaque jour, l'enfant pourra cocher une croix. En fait, en disant, le premier jour, j'ai réussi à bien m'endormir déjà tout seul. Le deuxième jour, j'ai réussi aussi à pas réveiller papa. Donc, on va aider, on va faire quelque chose qui implique l'enfant. On va lui faire son rituel, on va définir avec lui le rituel de tout ce dont il a besoin pour bien dormir. Donc, par exemple, on lui laissera un verre d'eau à côté de son lit qu'il pourra prendre à la place de son biberon à 4 heures du matin. Il a besoin de Mais boire. du coup, s'il pleure dans son lit, on attend un peu, on revient. Nous, on va y aller plutôt. Là, par exemple, la première nuit, alors sur les pleurs, parce que ça, c'est un gros sujet qui peut être sujet à polémique. Parce que même dans le couple, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire, on laisse pleurer combien de temps? Moi, j'y vais, toi, on n'y va pas, il faut attendre. C'est vrai que c'est souvent un sujet de discorde aussi. C'est souvent un sujet de discorde et c'est souvent un sujet d'inquiétude des parents qui viennent demander un accompagnement au sommeil, qui sont absolument pas prêts à laisser pleurer leur bébé ou leur grand. Ce en quoi moi je suis plutôt d'accord. Le but c'est pas du tout qu'ils pleurent. En revanche, imaginez que vous avez dormi dans votre lit toute votre vie et à partir de ce soir, je vous dis maintenant en fait tu vas dormir sur la paille par terre parce que c'est bien meilleur pour ton dos. Donc pour ta santé, je vais te faire dormir sur de la paille et c'est très important pour toi, pour moi, etc. Et là, est-ce que vous allez être contente? Non. A priori pas. Parce que je vous annonce que je vais changer votre habitude et vous allez trouver ça très inconfortable, etc. Donc forcément, l'enfant à qui on va changer une habitude ne va pas être content. Là, c'est impossible qu'il soit ravi. Ah oui, maman, super, t'as bien raison, maintenant je vais te ficher la paix, je vais te laisser avec papa. Du coup, il va forcément d'une manière ou d'une autre manifester les premiers soirs son mécontentement. Ça peut être de la colère, ça peut être des pleurs, etc. L'idée, c'est de l'accompagner. C'est absolument pas de lui dire c'est comme ça, c'est pas autrement, en se fâchant, non, maintenant tu dors, de le laisser pleurer pendant 2 heures, sûrement pas, c'est de l'accompagner. Donc nous, en fait, graduellement, en fait. Exactement. Donc les premiers jours, par exemple, on va rester à côté de lui, assis sur une chaise. Le deuxième jour, on va décaler un peu la chaise. On va faire progressivement en lui montrant qu'il est capable de s'endormir. Par exemple, si on lui tenait la main, le premier jour, on va dire je te tiendrai plus la main, mais je reste à côté. La conviction des parents, du coup, il ne faut pas lâcher. Et donc, après, il faut être convaincu qu'on va y arriver et que c'est bien aussi pour l'enfant. Ouais, exactement. Et puis, si on est deux, c'est encore plus simple parce qu'on va pouvoir se relayer aussi parce que ça prend un peu de temps et les premiers jours sont, très sincèrement, c'est compliqué les premiers soirs. C'est très compliqué. Donc, on peut avoir un enfant qui est furieux, qui va venir quand même, qui va exprimer sa colère. Et donc, il faut tenir tout en restant bienveillant, en restant convaincu qu'on a raison. Même quand on est très fatigué. Même quand on est épuisé. Ce qui n'est pas toujours évident. Non, c'est évident. Et c'est absolument pas facile. C'est absolument pas évident. Mais en gros, ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'en général, on a, 3-4 jours galère. Et ensuite, ça prend des trucs. Nos nuits. Donc, bon, voilà, il faut être prêt. Généralement, on conseille aux gens de commencer ça quand dans un moment où ils sont pas épuisés, où les deux parents sont là, où il n'y a pas des vacances, au week-end, ils sont pas en C'est bien, par exemple, de le faire pendant des vacances où on a du temps, du coup, peut-être pour faire ça. Si jamais il y a voilà. un réajustement à faire. Il faut être prêt. Ouais. Il faut être prêt, il faut avoir envie de le faire, il faut se sentir capable de le faire. Il faut jamais douter que notre enfant est capable et il faut jamais cesser de le lui dire. C'est-à-dire qu'il faut dire à notre enfant, tu es capable de dormir seul. Tu es capable de ne pas prendre de biberon. Tu as 3 ans et demi, tu vas voir tes petits copains, ça aide pas mal aussi. Tes copains, ils n'ont pas de biberon à 3h30, ils dorment très bien. Là, en ce moment, ils sont tous en train de dormir. Mais il faut soi-même être convaincu qu'on est dans la bonne posture. Parce que si on n'en est pas convaincu, l'enfant ne le sera pas. Si on part très vite, on est à un moment où on est épuisé, on va forcément s'énerver, se fâcher et c'est bon pour personne. Et puis il faut faire équipe aussi avec son compagnon, avec sa compagne, avec la personne qui partage notre vie pour être ensemble en fait. S'il y a une personne qui partage notre vie, on fait pas mal d'accompagnement de solo, de parents solo. Ça arrive, même des parents avec une semaine sur 2, on peut le faire à condition que les deux parents arrivent à se mettre aussi d'accord. Il faut se mettre d'accord, Mais effectivement, donc pour vous répondre, non, moi je dirais pas à partir de ce soir c'est terminé, c'est comme ça. Il faut vraiment mettre en place quelque chose qui soit. Faut parler avec lui du rituel, faut éventuellement investir dans un doudou s'il y en a pas. Réaménager, parfois on fait des petits aménagements dans la chambre, par exemple mettre une petite veilleuse, je sais pas, mettre une petite guirlande très douce à côté de lumière. Enfin,
on trouve aussi des choses pour marquer le coup, pour que l'enfant se sente accompagné. C'est ça qui est important. Il n'a pas l'impression que tout d'un coup c'est non et maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement. Parce que sinon l'enfant n'accepte pas. Et si malgré tout l'enfant du coup revient, va venir dans le lit, etc. Alors si l'enfant vient, donc là en général ce qu'on conseille effectivement, alors idéalement s'il y a un des deux parents qui a plus tendance à garder son calme la nuit, et qui a plus de facilité, alors nous on appelle ça le mode zombie, c'est-à-dire que le parent se lève et il doit le raccompagner dans sa chambre, mais sans crier, sans s'énerver, sans même faire des câlins, sans rien faire, le zombie, hop, dans le lit. Et ça peut être 10 fois de suite, hein. Ils reviennent. Les premiers temps, ils reviennent. Ça peut être une fois par nuit, mais ça peut être 10 fois par nuit. C'est pour ça qu'il faut vraiment les... Mais après, alors, si je peux parler de mon cas personnel, où effectivement c'était le cas avec Tristan, ça a pris 3 nuits, il est venu 3 fois et c'était fini, quoi. Il y a aussi plein de cas où ça se passe beaucoup plus facilement. Je préfère décrire le tableau bien sûr. compliqué pour que les gens s'attendent pas à ce que hop, c'est miracle, blablabla. Mais clairement, les premiers temps, il faut s'attendre à des moments difficiles. Ouais. Après, il n'y a pas les mêmes recettes pour tout le monde. Je pense pas que chaque famille a son histoire et chaque famille du coup doit identifier un peu comment faire en fait, comment changer les rituels, comment adapter la chambre. Et je pense que c'est différent pour chacun. Les causes identifier aussi pourquoi c'est pas si facile que ça finalement d'emmener les enfants au lit, même pour des raisons aussi personnelles, de voir comment soi-même on dort, comment on s'endort, etc. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais après, il peut y avoir aussi des difficultés. Je pense à Véronique, par exemple, il y a des difficultés dans la fratrie. Il y en a, quand il y a des jumeaux, par exemple, il y en a un des deux qui dort pas. Madame Petit, elle a des jumelles qu'on connaît bien à l'école. Du coup, là aussi, c'est aussi, elles dorment dans la même chambre et c'est une situation aussi très particulière, très belle aussi, parce que les jumeaux, ils partagent plein de choses. Et parfois, il y en a un qui va gêner l'autre pour s'endormir parce qu'il a des soucis de sommeil. C'est rarement les deux. Je ne sais pas dans leur cas. Elle dorme bien, Madame Petit, si elle est encore là. Ah, peut-être qu'elle est partie justement avec. C'est pas elle. Ah, si elle est là, on la voit encore. Peut-être lui mettre son micro du coup, non? Mais peut-être, je sais pas si vous avez là, si vous avez des questions ou si vous voulez évoquer des choses à vous, c'est le moment du coup pour le faire. Vous pouvez réactiver votre micro et du coup, ou sinon poser les questions par le chat. Voilà. Après, Caroline, c'est son travail, elle d'accompagner les familles. Voilà. Du coup, pour mettre les enfants au lit, donc et la structure pour laquelle elle travaille aussi. Donc, il faut aussi vous tourner si vous avez besoin d'un accompagnement un peu personnalisé. Voilà, elle pourra aussi vous aider ou en tout cas vous envoyer peut-être vers quelqu'un qui pourra vous aider. Des questions. Est-ce qu'on a des questions? Y a-t-il des personnes cachées derrière leur écran? Est-ce que sinon, éventuellement, je sais que vous vouliez aussi qu'on parle un peu des cauchemars et terreurs nocturnes. Oui, après ça c'est plus pour les tout petits. Je vois qu'il y a un micro qui s'est allumé. Oui, c'est le papa de Tiffaine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors moi c'est pas c'est une question sur l'endormissement, mais pas vraiment en fait. C'est un petit peu du hors sujet. Je voulais savoir comment on passait de la gigoteuse à la couette ou d'un petit lit à barreaux à un grand lit. C'est pour un enfant qui a quel âge? Qui a 2 ans et 2 mois. Et qui est dans un lit à barreaux ou dans un lit de grand? Alors, qui est dans un lit à barreaux, ça fait 1 semaine qu'on a enlevé les barreaux et qu'on a mis une petite barrière. Ouais. Et donc ça se passe bien. En fait, on voulait juste enlever la gigoteuse pour pas que quand elle se réveille, elle tombe en gigoteuse. Mais apparemment, maintenant, elle sait marcher avec sa gigoteuse. Mais on voulait savoir comment passer parce qu'on a essayé la couette, mais en fait, elle se découvre tout le temps. Et un pyjama bien chaud. Il y a même des gens qui mettent des sur-pyjamas. En fait, c'est un peu comme une couette. C'est juste vous mettez un pyjama plus chaud. Et carrément, si vraiment il fait froid dans la chambre, ça dépend un peu de la température de la pièce aussi, mais vous pouvez mettre un sur-pyjama. C'est un truc un peu en doudou. Voilà, mais vous pouvez mettre une couette et puis si elle se découvre, voilà, si elle est bien au chaud dans son pyjama, il n'y a pas de souci. Si je comprends bien, comme elle a plus de lit à barreaux et qu'elle peut se lever toute seule de son lit, c'est ça? Oui, bon, elle le fait pas, on a de la chance. Ça turbule, du coup, en fait, on se rend compte que nous, on a beaucoup de chance avec Tiffen d'ailleurs. Parce que tout ce que vous avez décrit, nous, elle pleure 30 secondes quand on quitte la chambre, mais elle reste dans son lit, puis après, elle reste calme pendant une demi-heure jusqu'à trouver son sommeil. Ça, c'est assez génial. Après, c'est vrai que depuis qu'on a essayé la couette, c'est un peu plus compliqué.
elle a beaucoup plus de mal à se réveiller. Et là, elle se lève par contre. Donc, savoir quand est-ce que c'est le bon moment en fait de passer, enfin d'enlever la gigoteuse et surtout de passer à un grand lit, Alors, en fait, ça qu'ils dépend des grandissent. enfants. Alors, pour ce qui est du passage au grand lit, nous, on recommande plutôt de garder le lit à barreaux le plus longtemps possible si c'est un enfant qui a des difficultés à s'endormir. Mais si elle, ça lui a pas posé de problème de passer, elle était contente ou pas Elle d'avoir était un. ravie de plus avoir de barreaux et d'avoir sa petite barrière. Donc, par contre, il faut faire un espèce de deal entre guillemets avec l'enfant, c'est que tu gardes ton lit de grande à condition que tu ne te relèves pas. C'est ça, Euh, c'est ce qu'on a fait comme deal, ouais. donc, elle se relève pas du coup, sauf Non, depuis du qu'elle a. tout. Et vous Bah en avez fait, les seules fois où on a essayé la couette, on a vu que ça se passait mal, donc on a arrêté, elle est revenue en gigoteuse. Mais ça se passait mal parce qu'elle s'est levée ou parce qu'elle a eu froid? Non, parce qu'en fait, elle arrivait pas à dormir, elle jouait, elle se mettait au-dessus, enfin, elle virait sa couette, enfin, Bah, elle jouait tellement avec sa couette que c'était pas possible, quoi. vous pouvez peut-être lui remettre la gigoteuse un petit temps. C'est vrai que Elle est pas très grande. 2 ans et quelques mois, la Hein. gigoteuse, c'est quand même adapté parce que c'est vrai qu'après, ils ont froid et que c'est pas facile de Je pense qu'il se. existe même des gigoteuses avec des jambes. Oui, en fait, vous pouvez couper Ouais. le bout. Comme ça, si elle se lève, elle. Pour son sac, en fait. Ouais, je crois qu'il y a des gigoteuses à jambes. Après, il y a Ouais, une mais question. bon, elle a trouvé, maintenant, elle marche avec sa gigoteuse. C'est Ah, assez marrant d'ailleurs, mais ils ouais, trouvent alors, toujours des solutions, les enfants. Pour ouais. son sac, Non, mais effectivement, si la couette, ça lui convient pas, vous pouvez attendre quelques mois et vous lui dites quand t'es prête, on te mettra la couette. Et puis elle la Ok. demandera elle-même, surtout si elle est contente d'avoir son petit lit. Il n'y a pas de raison de revenir à un lit à barreaux. En revanche, la gigoteuse, soit c'est dangereux, et dans ce cas, vous mettez Ouais. une gigoteuse. si elle est mal réveillée, elle Voilà. sort du lit avec sa Ouais, gigoteuse. moi, je sais que dès que j'ai changé le lit, ils avaient à peu près le même âge, j'ai plutôt mis la couette. Effectivement, je mettais des pyjamas un petit peu plus chauds Ouais. pour être sûr qu'au milieu de la nuit, ils n'aient pas froid, quoi. Et après, Marc, D'accord. est-ce que le lit cabane, c'est bien? Oui. Alors, c'est ce que j'allais dire aussi. Parfois, il y a des enfants qui passent donc assez tôt d'un lit à barreaux à un lit de grand. Et on peut conseiller aux parents de se mettre. Il existe maintenant une espèce on appelle ça des tunnels de lit en fait qu'on met Oui, on au-dessus voit. du lit parce qu'ils ont encore besoin d'être. Voilà, Ikea Ikea, fait tout ça, ça. ouais, mais on sait qu'on adore les cabanes, les Ouais, petits endroits exactement. pour, Donc le lit cabane, c'est toujours une bonne idée. Ils adorent ça. Puis en général, en fait, les enfants petits, ils ont encore besoin d'être contenus. Donc c'est ouais. pour ça qu'ils aiment bien aussi avoir plein Mais de on doudous pense autour d'eux. au nouveau-né aussi, parce qu'avant, les bébés, c'est dans le ventre, donc c'est dans un petit espace. Exactement. Après, petit à petit, ils ont été dans un espace plus grand, mais on sait que les tout petits, ils ont vraiment besoin d'être tenus. Ouais, Et qu'après, petit à petit, on a besoin de plus d'espace, mais que ça se fait graduellement, en fait. Parce que exactement. sinon, on se sent peut-être un peu perdu dans un grand lit. Voilà. Exactement. Et c'est vrai que du coup, c'est bien de rendre les choses un peu cosy. Faut pas que ce soit dangereux avec des tonnes de doudous qui vous tombent dessus, mais ouais. Il y a une question du papa de Monsieur Zagdou, du coup, pour ses enfants Liam et Aidan. C'est comment gérer-tu pour deux frères totalement différents au Ouais. niveau du rythme du sommeil? Alors Et c'est vrai que c'est pas évident. effectivement, alors quand il y a une fratrie et qu'il y a deux enfants qui n'ont pas le même âge et qui n'ont pas les mêmes rythmes, ce qu'on conseille de faire, c'est en général de coucher le petit en premier. Donc là, il faut jouer un peu sur Si le petit est celui qui dort en premier. C'est peut-être. Ouais, Je alors sais c'est pas compliqué en général je pour sais les pas grands si c'est d'accepter d'être couchés avant le si petit. c'est le cas pour vous, s'il Bah est là, plus 2 et difficile. 4. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. En Du fait, coup, c'est le contraire. voilà, moi je me D'accord. doutais je me doutais Ouais, que c'est parce mais que c'était pas évident, parce que c'était pas la situation classique. alors, moi j'ai la même chose à la maison, j'ai 4 et 6, avec des enfants exactement où le petit va moins dormir que le grand, c'est ça, hein. Le 4, En gros, en fait, il y en a un qui fait la sieste à l'école, qui ouais. se couche pas, qui veut pas se coucher tôt, et l'autre qui, par contre, ne fait pas de sieste, qui est le plus âgé, ne fait pas de sieste, et lui, par contre, il rentre, il est de toute façon fatigué et il dort assez vite quand même. Et il se couche à quelle heure? En général, on les met à 20h et Liam à 20h20, il dort, et Aidan, allez, il peut aller jusqu'à 21h, même plus Alors, des à fois. mon avis, le 2, il est peut-être couché un peu, c'est peut-être un peu tard. Enfin, quoi qu'il fait, il fait une grosse sieste à l'école? À la crèche, pardon. Ah non, il est à l'école Euh, de 3 ans. Ah oui, Donc, en preschool, là. ouais, en preschool, je sais pas jusqu'à quelle heure il dort, du coup. Elles sont tôt les aucune siestes quand idée. même. Ah, il faudrait demander Ouais. à Amel. Je crois que les siestes Ils dorment de mémoire, souvent, ils c'était assez dorment tôt quand même. maximum, oui, ils Jusqu'à dorment 15h 14h30, 15h maximum, ouais. Donc effectivement, peut-être qu'en fait le petit, il est peut-être. Alors, il faudrait que je revoie bien la situation avec ça, mais peut-être qu'il
il se couche un peu tard et que finalement, il s'endormirait plutôt si vous le couchez plus tôt. Si c'est pas le cas, faut tester. Hein. Vous pouvez tout à fait tester un soir de le C'est pas le coucher, cas. de les coucher plus tôt. Si c'est pas le cas, est-ce que c'est un problème pour vous de coucher le grand en premier? Ou est-ce que c'est un problème pour le grand d'être couché en premier? Non, c'est pas un souci de coucher. Ils ont chacun leur chambre et chacun un part, mais il n'y a pas de souci. C'est juste que Eh ben, euh, ce que vous pouvez faire, c'est si vous voulez coucher celui qui a 2 ans après son grand frère, vous faites un petit rituel. Vous pouvez faire un petit rituel commun aussi. Il y a plein de familles qui font ça. On peut faire plein d'étapes communes et passer à la fin un petit moment seul avec votre grand de 4 ans. Pendant que celui qui a 2 ans, vous le mettez dans sa chambre, vous lui donnez un jouet de 5 minutes, un truc pour qu'il joue, vous l'occupez, je sais pas moi, avec des gommettes, avec un petit peut-être pas 2 ans, mais vous l'occupez avec un petit jouet pour 10 minutes, vous êtes passé avec son frère, vous couchez le grand et après vous allez avec le petit et vous coupez le petit. Si c'est pas un problème de les coucher dans ce sens-là. Il y a des enfants pour qui c'est un problème, en tout cas chez moi ça le serait, de coucher le grand en premier. Si son petit frère il va coucher, je ne comprendrais pas. Mais voilà, si vous, ça pose pas de problème, vous Après, pouvez. c'est juste que 21h, du coup, Du coup, c'est tard. c'est un peu tard même pour les parents parce que les parents, ils attendent aussi d'avoir leur moment de parents après le coucher des enfants, quoi. Moi, je coucherais le grand à 20h et le petit à 20h. les deux, idéalement, les deux, on les met entre 19h30 et 20h. Hein. Les deux, ils sont couchés entre 19h30 et 20h. C'est juste que il y en a un qui va dormir très vite et l'autre qui est. Après, du coup, qu'est-ce qu'il fait le deuxième? Qu'est-ce qu'il fait celui de 2 ans quand il dort pas? Bah, Il joue. en fait, il va chanter, il va jouer, il va Dans son lit, quoi. Ouais, dans son lit, mais il va mettre des coups, il va se lever dans sa chambre, il va se balader. Enfin, c'est Ouais. c'est sport. Peut-être ça vaudrait le coup de refaire un accompagnement aussi pour comprendre un peu ce qui se passe à ce Ouais. moment-là. Ok. Vous voyez, d'essayer de revoir avec toutes les étapes, là, donc tout ce dont je vous ai parlé, le rituel, de lui faire un truc peut-être un petit peu plus personnalisé, de voir aussi dans son lit comment il est. Est-ce qu'il a un doudou? Oui. Ouais. Et le fait D'ailleurs, de il se réveille dans la nuit pour le doudou, pour boire de l'eau automatiquement, quoi qu'il arrive. D'accord, il se relève avec le doudou partout, quoi. Ouais. D'accord. Bah, après, enfin, moi, je le coucherai pas plus tard. Ah non, nous non plus, au contraire. Non, surtout pas. Peut-être Moi, ce que je un peu comprends, c'est plus que tôt, en fait, 21h, c'est ouais. déjà un peu. Non, mais C'est déjà tard. Non, parce qu'il s'endort à 21h, Ouais. apparemment. Bah, peut-être faut le coucher encore un petit peu plus tôt, en fait, si vous y arrivez. Mais Moi, je le coucherai pas, je retarderai pas. je pense qu'ils le mettent dans sa chambre, mais qu'après. Et est-ce qu'il a un temps avec papa et maman tout seul, le petit? Ouais, mais même, en fait, on a tous essayé dans les deux sens. On a essayé dans les deux sens avec les deux parents, etc. Lui, en tout cas, lui, C'est il son dort heure, quand quoi. il a décidé de dormir, quoi. Ouais. Ouais, bah, ouais. Ah, bonne soirée, monsieur Parger. Après, on va peut-être prendre une dernière Non, mais question. merci beaucoup. Essayez d'avoir un vrai temps de jeu avec lui. Alors, après, il y a aussi des enfants une dernière chose, qui sont pas assez fatigués. Il y a des enfants qui sortent de l'école et qui rentrent directement à la maison. Il faut aussi les fatiguer un peu, là. S'il n'est pas crevé, dites, je sais pas si c'est la nounou qui va le chercher à l'école ou si c'est vous, mais il faut le fatiguer à 17h. Il y a des enfants qui ont. Ouais, on s'est dit ça aussi. Il faut peut-être aller au parc, effectivement. Si on peut pas aller au parc, parce qu'en ce moment, le parc, c'est un peu On peut compliqué. faire des petits jeux un peu sportifs aussi avec ses enfants. On peut faire l'avion, on peut faire un peu de. On peut faire des choses un petit peu aussi avec faut les fatiguer. avec le corps aussi. Des fois, on sent qu'ils ont besoin, donc ça fait du bien. C'est aussi, on peut rigoler. Et puis après, du coup, ils sont apaisés. Moi, je sais que les miens, quand ils rentrent de l'école, ils ne sont pas passés par le parc parce qu'il y a de la pluie, etc. Il faut un peu qu'ils se fatiguent à la maison, quoi. Alors, on trouve un truc qui ne va pas retourner à l'appartement. À la maison, j'ai un gros ballon de gym là gonflé et que du coup, moi, ma fille, du coup, je la fais monter dessus, je la fais sauter dessus, etc. Elle a 18 mois et c'est vrai des fois, on fait ça quand je sens qu'elle est encore pleine d'énergie à 20h30. Bien sûr. Et du coup, on rigole et puis après, voilà, on se dépense un peu et après, du coup, elle arrive à aller dormir. Il y a des enfants qui ont plus besoin que d'autres d'être fatigués, qui ont plus besoin de se dépenser. Peut-être qu'au niveau énergétique aussi, à Aiden, il a besoin de plus bouger. Peut-être qu'il a des besoins de mobilité peut-être plus grande que son frère. Ouais, clairement, oui. Un foot dans l'appartement à 19h, c'est parfait. Je plaisante. Vous êtes Okay. bien fatigué. C'est une bonne idée pour les voisins, ça, Caroline.
C'est bien, c'est un bon conseil ça pour la vie à Paris. Effectivement, c'est Ouais. ça. Non, mais bon, il y a des solutions avec des matelas, Mais je des pense que coussins, lui des aussi choses pour les niveaux énergétiques, en plus on voit à l'école, c'est un enfant qui a besoin de toucher et vous trouvez peut-être des séances un peu avant d'aller dormir. Ouais. Enfin, pas juste avant, hein. Un tout petit peu plus tôt dans la soirée. Ok. Du coup, Merci beaucoup. merci beaucoup. En tout cas, et merci aussi à, c'était, je sais pas si c'était maman qui parlait, qui a posé plein de questions. Du coup, c'était agréable aussi d'avoir des échanges parce qu'elle est partie. Ouais, ils sont partis. Et écoutez, en tout cas, cette conférence, elle a été enregistrée. J'espère que vraiment ça a fonctionné. Donc, on va la partager sur le site de l'école. Et puis, je pense qu'aussi, Caroline, elle mettra à disposition des ressources aussi pour les parents. Peut-être que même ce qui est là, on va le partager aussi, on le mettra sur le site, comme ça vous pourrez retrouver ce qu'on a présenté ce soir. Et elle voulait conseiller un livre, je pense que je vais montrer du coup comme ça, qui s'appelle... Alors ça, c'est un livre que j'adore et qui est un peu une de mes bibles. J'en ai pas qu'une, mais une de mes bibles, où en fait, dedans, il y a plein de petites phrases pour accompagner les enfants dans des moments compliqués, surtout pour les parents, quand justement on rencontre des difficultés ponctuelles. Donc, il y a sur le sommeil, il y a les angoisses de séparation, il y a quand il y a un déménagement, des difficultés dans la fratrie, quand l'enfant doit être confié chez les grands-parents, chez une babysitter. Alors, il y a plein de petits conseils, en fait, de phrases à dire à nos enfants qui peuvent aider énormément. Voilà, donc c'est un livre que je recommande fortement. On mettra la référence du coup sur le site, ça s'appelle Petites phrases à leur dire pour les aider à grandir. C'est de Bernadette Lemoine et de Diane de Bodman. Voilà. Bernadette Lemoine, c'est la personne qui est un peu ce dont j'ai parlé tout à l'heure, spécialiste de l'angoisse de séparation, en fait, qui a beaucoup aidé de familles. Des fois, de mettre les bons mots et de réussir à parler, à dire les choses à ses enfants, du coup, ça peut permettre de solutionner pas mal de choses, même quand ils sont petits, en fait, et qu'on pense que bien sûr, ils comprennent pas forcément, mais finalement leur parler, ça peut faire du temps. Voilà. Et bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette conférence. Ben, on va vous souhaiter une bonne soirée et j'espère que vos enfants sont allés au lit. Ah oui, on espère qu'ils dorment. J'espère retrouver les miens endormis aussi. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut. Voilà. Merci à vous. Bonne Merci, soirée. bonne soirée, bonne nuit. Il y a des enfants qui sont pas au lit. Merci, bonne soirée. Bonne nuit. Merci à vous, bonne soirée. Merci beaucoup. Arthur et Tristan, ils dorment déjà. J'ai tout arrosé.